Tout de suite, un expert de marché vient déconstruire les idées reçues, combattre à lui seul et à main nue le consensus. C'est Thibaut Prébet qui arrive. Bonjour. 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 Auteur avec un H d'ailleurs aussi au début. Compositeur. Compositeur. Producteur. Économiste très indépendant. Vous avez tous mes disques. On va parler des taux français et italiens qui se resserrent, figurez-vous. Beaucoup pensent que c'est inquiétant, mais pas vous. Vous dites bullshit même. Vous foudroyez l'inquiétude que provoque ce resserrement du spread France-Italie. On est passé sous les 20 points d'écart de taux entre la France et l'Italie hier. Et on comprend pourquoi la France inquiète de plus en plus, notamment son budget. Donc c'est inquiétant. Voilà. Même si vous, ça ne vous inquiète pas, je tiens à vous dire que c'est inquiétant. Non, moi je suis la sérénité incarnée dans cette situation. Je vous rappelle qu'on est tous jeunes, mais néanmoins on a un peu de bouteille. Je me souviens être venu sur votre plateau, Guillaume, discuter du fait que la Commission européenne voulait coller une amende il y a déjà 10 ans sur la France qui ne tenait pas cet objectif de déficit. Et on se disait, c'est la 4e fois qu'ils le font et ils feront encore rien. Et depuis, on en a reparlé de nombreuses fois et c'est toujours la même chose. La réalité est que on ne peut pas se féliciter de la situation budgétaire française. Il n'y a rien d'inquiétant et il ne faut pas oublier non plus que 3,30 de taux sur 10 ans, c'est pas le marasme, quoi. On est chill, quoi. Tout va bien, il n'y a pas de drame. Et donc je pense qu'il ne faut pas monter en épingle des sujets. Et surtout, il ne faut pas, parce qu'on a ce sentiment un peu d'énervement face à une inaction dans des situations où il y aurait des économies à faire, en déduire que c'est une catastrophe et que ça affole tout le monde. Ce n'est pas la réalité. T'as dit quoi pour traduire chill, Antoine ? Réfrigéré. Voilà, c'est exactement ce qu'il nous faut en ce moment. Comme cool, frais. Daddy cool, c'est papa frais. Je vous laisse. Beaucoup de valeur ajoutée sur ce plateau. Oui. Julien, il faut prendre le manche là, Julien. Oui, excusez-moi, je vais reprendre le manche. Non, mais peut-être qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur la France, parce que c'est vrai que quand on est le triple A, on était à plus de 4% sur le 10 ans. N'empêche qu'il faut quand même souligner les progrès de l'Italie. Ils sont en excellent primaire. Oui. Or, charge de la dette, c'est pas le cas chez nous. Non, c'est tout à fait vrai. Après, ça fait quand même, on a déjà eu cette conversation ici il y a 10 ans, l'Italie qui était en charge primaire positive et qui était plombée par le taux de sa dette qui, à l'époque, lors de la crise de la dette, était à 5, 6, 7%. Donc ça les plombait de manière magistrale. Donc quelque part, il n'y a rien de très nouveau là-dedans. L'Italie est dans une phase positive de sa transition démographique parce qu'on a le chômage qui baisse, parce qu'il y a moins d'arrivants sur le marché de l'emploi. Ça finira comme l'Allemagne et le Japon, pas terrible. Mais moi, je voudrais surtout souligner que c'est l'Europe qui va mieux. C'est-à-dire que, rappelons une chose simple. Vous avez deux manières de voir l'obligataire. Une manière qui est de dire il y a un risque de défaut. Dans le cas des États, un risque de scission de la zone euro. Et là, vous analysez chaque devise, qu'est-ce qu'elle vaudrait s'il y avait une scission, et donc comment vous valorisez chaque emprunt d'État en fonction de la devise que vous récupériez. C'est le raisonnement qu'on avait pendant la crise souveraine. Le deuxième raisonnement, c'est de se dire, en fait, si la zone ne pète pas, tout le monde rembourse, autant prendre le truc qui rapporte le plus, et donc on fait converger les rendements en allant vers ceux qui rapportent le plus. Et si vous regardez bien aujourd'hui, Espagne, Portugal, 3,05, 3,25, France, 3,35, Italie, 3,50, tout ça est très près, quoi, et même pas si éloigné de l'Allemagne, et les taux français sur 10 ans sont stables. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a une cohérence de la zone avec de moins en moins de gens qui veulent en sortir, un groupe qui est quand même fait front, et donc du coup, tous les scénarios de sortie de la zone disparaissant au fur et à mesure, on a une convergence des taux qui est globalement une bonne nouvelle, et je pense qu'il ne faut pas ni surévaluer la sous-performance de la France, qui, en étant au-dessus du Portugal, de l'Espagne, ne fait pas non plus objectivement un boulot dément, ou une surperformance de l'Italie qui reste au-dessus de ces pays. Il y a plus une convergence qui est malgré tout bonne nouvelle européenne qu'on ne souligne pas assez et qui nous rafraîchit. Ce qui veut dire, dans cette atmosphère de réfrigération, que nous, Français, ça va nous renforcer dans notre idée de base de laisser nos histoires budgétaires un peu vivre leur vie. Ouais, c'est là que je ne peux pas tellement dire bullshit. Il est vrai que la pression du marché est souvent ce qui fait bouger, que nous, on subit quand même malgré tout aucune pression du marché et qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge et qu'on voit bien qu'avec cette année, une hausse du budget de l'État de 0,3, on nous a parlé d'une sorte de hyper-resserrement, d'une austérité folle. Je rappelle quand même que la Grèce, à l'époque, c'est moins 30% de budget sur 5 ans. Donc quand tu as plus 0,3, on parle d'austérité. On voit déjà qu'on est dans des termes qui sont douteux. Oui. Que cette année, l'idée d'une année blanche, c'est encore une fois quasiment un cataclysme. Donc je ne peux pas nier le fait qu'il n'y a rien qui m'inquiète beaucoup, si ce n'est peut-être le fait que tout ça ne va pas nous faire bouger. Oui, mais Thibaut, est-il néanmoins vrai que le spread France-Italie devient plus significatif à regarder, plus important à regarder que le spread France-Allemagne ? Parce que vous dites, les mailles se resserrent, les taux se resserrent, et finalement c'est une bonne nouvelle, c'est signe d'une
cohérence renforcée là entre économies européennes, et c'est une bonne nouvelle. Comme un sac, vous savez, c'est les tissages dans les Andes là. Ils arrivent à faire des tissages de sacs. La maille est tellement fine que vous mettez de l'eau dans le sac, c'est de la couture. Vous mettez de l'eau, l'eau ne fuit pas. Tellement c'est fin, tellement c'est serré. Et c'est un peu ça qui est en train peut-être de devenir l'Europe. C'est une bonne nouvelle en soi, mais il n'empêche, beaucoup d'acteurs de marché nous disent le spread France-Italie est plus important à regarder désormais que le spread France-Allemagne. Est-ce que c'est pas le signe qu'au sein de cette maille serrée, la France s'éloigne quand même de l'Allemagne et se rapproche de l'Italie, et en soi, c'est pas une super nouvelle? Non, c'est pas faux. On pourrait aussi se dire que ce qu'il faut regarder, c'est le spread Allemagne-Italie qui donne un peu la cohérence de la zone, et que la France au milieu est en fait qu'une sorte d'électron qui bouge au gré d'efforts budgétaires inexistants dans des proportions qui restent pas colossales non plus. Encore une fois, je vous le disais, 10 ans français à 0 de variation sur un an, c'est pas un signal non plus. Vous voyez bien l'Angleterre, dès qu'il y a un truc qui se passe pas trop, il y a un manque d'épargne, vos taux prennent 20 BP en 2 minutes. On est quand même pas du tout là-dedans. Et à la limite, si on voulait être critique, on pourrait se dire peut-être même qu'un peu plus de pression de la France sur la France pousserait à bouger, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que ces idées de spread à regarder de manière très proche, c'est ce qu'on fait en période de crise. On n'est plus dans des crises de dette souveraine. Et donc en fait, quelque part, c'est un spread qui n'a pas une importance colossale, à mon sens. Le facteur X, parce qu'on regarde, on détecte tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux, il s'appelle Zacardi et il nous signale, Zacardi, que 46% des entreprises du Russell 2000, donc les moyennes capilles américaines, 46% d'entre elles ne dégagent pas de bénéfices par action, Julien. C'est vous qui avez vu ce poste. Oui, c'est un chiffre qui circule souvent. Apollo citait un chiffre entre 40% et 43%, donc les données par Mike sont justes. En fait, il faut voir que le marché il est beaucoup plus large aux États-Unis et que du coup, des entreprises qui n'ont pas atteint des phases de maturité en termes de business model s'introduisent plus facilement. Ce qui veut dire que sur les petites entreprises, vous avez des entreprises qui juste ne dégagent pas de bénéfices. Je veux dire, chez nous, on a des biotech, les biotech ne dégagent pas de chiffre d'affaires. Donc il faut voir qu'en fait, valoriser par le bénéfice par action n'est pas forcément pertinent pour les très petites entreprises. Et c'est un stade de maturité différent. Et c'est normal en fait. Donc 46% des entreprises du Russell 2000 ne dégagent pas, Antoine, de bénéfices par action. Et je crois bien que dans les années 2000, parce qu'il y avait les mêmes stats concernant le Nasdaq Composite, et je crois que là on était à 70 ou 80% du Nasdaq Composite qui faisait aucun profit. Et on a vu ce qu'il en est advenu. Oui, ça, la maturité. Voilà. Ouais.